le journal. Isaac Tilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Un espace de dialogue citoyen s'est ouvert à Toya, dans la commune rurale d'Alafia, région de Tombouctou, pour la stabilité et la paix. Un cadre d'échange entre communautés, autorités politiques et traditionnelles. Amou Soumaïla nous en dira plus. Dans un dossier de rédaction, Garibou Pérou et Sidiki Balo nous ferons un focus sur l'école Baye Ag Mahamad Kidal, où les cours ont démarré depuis le 1er novembre. Les mots dont souffre cette école s'appellent l'insuffisance de personnel d'enseignants qualifiés et la pléthore des élèves dans certaines classes. Aminata Maïga, dans un autre dossier, nous réveille les souvenirs des matelas en paille. Avec l'évolution et l'apparition des matelas modernes, l'utilisation des matelas en paille se fait de plus en plus rare. C'est dans ce contexte que nous nous intéressons aujourd'hui à sa fabrication, sa commercialisation et son utilisation. À suivre dans ce journal. On parle sport dans cette édition, une actualité qui sera développée par Famour Djourté. Il nous parle du championnat national de Ligue 1 de football de la CAN Cameroun 2021 et qui reprend ses droits avec les huitièmes de finale. Chroniculture Société, c'est la fin du journal. Cheikh Oumar Sangaré nous fait un gros plan sur la Dina de Amadou Sekou ou l'Empire Peul. C'est un empire théocratique. Voilà pour le titre. Je le disais, ouverture à Toya dans la commune rurale d'Alafia, région de Tombouctou, d'un espace de dialogue citoyen pour la stabilité et la paix. Ce cadre d'échange de 3 jours entre communautés a regroupé les autorités politiques et traditionnelles, les femmes et les jeunes. Il s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la stabilisation et à la paix et participé de la coopération allemande à travers la GIZ. Reportage à Mousmaïla. Contribuer à la cohésion sociale, l'apaisement des tensions entre les communautés ou encore promouvoir le dividende de paix auprès des populations de la commune rurale d'Alafia à travers la mise en œuvre des micro-projets, tel est le but recherché par ce dialogue citoyen pour la stabilité et la paix. Il s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la stabilisation et la paix Yaya Ashkonta, maire de la commune rurale d'Alafia. Nous sommes des agriculteurs, nous sommes des éleveurs, nous sommes des pêcheurs, nous sommes aussi des commerçants. Chacun a ses préoccupations, mais la commune aussi a ses préoccupations communautaire, bien sûr, qui regroupe toutes les communautés à la fois. Et c'est pourquoi je dis que cet atelier est d'un intérêt particulier pour la commune d'Alafia. Il ne manquera pas en tout cas de micro-projets qui seront sélectionnés et qui vont concourir certainement à la paix. Exécuté par l'ONG Action pour la résilience et le développement au Sahel ARDS dans la commune d'Alafia, ce processus de dialogue entre leaders permet d'identifier les difficultés des populations concernées en vue de leur apporter des solutions à travers le financement des micro-projets. Ousmane Boubacar, participant. On veut vraiment que GIZ nous accompagne pour réaliser un périmètre pour que tout le monde puisse travailler ensemble, main dans la main. Ça va diminuer l'insécurité parce que si la jeunesse aujourd'hui a une activité génératrice, vraiment, nous allons oublier tout. Selon le coordinateur du projet ARDS, le projet PASP a vu le jour en 2017, mais il est à sa phase d'essai dans la région de Tombouctou. Il couvre pour le moment les communes rurales de Brominali, de Lafia, d'Alafia et la commune urbaine de Tombouctou. Tombouctou, Hamousoumela, Mouloutandina pour l'ORTM. Radio Mali à Kidal et environ 97.5 MHz en FM. L'école Baye Ag Mama de Kidal compte près de 18 classes, dont 10 fonctionnelles. Les cours ont démarré dans cet établissement depuis le 1er novembre et les mots dont souffre l'école Baye Ag Mama de Kidal s'appellent insuffisance de personnel enseignant qualifié et la pléthore des élèves dans certaines classes. Garibou Pérou et Sidiki Balo se sont rendus dans cet établissement où des hommes et femmes sont armés de courage pour assurer les droits des enfants à l'éducation. L'école Baye Ag Mahaha de Kidal compte environ 1019 enfants, dont 509 filles. Nous sommes vendredi après-midi et c'est la classe de la 2e année qui nous accueille la première. Tenue par une enseignante, la leçon du jour porte sur la lecture. Un peu devant, M. Doumbia tient la classe de la 4e année. Notre enseignant du jour trouve la méthode syllabique plus efficace face à 47 élèves, dont 23 filles. Malik Doumbia, enseignant à l'école Baye Ag Mahaha de Kidal. Les difficultés qu'on a surtout, c'est l'effectif. Il y a assez d'élèves et puis nous avons manque d'enseignants. C'est ça le grand problème. Mohamed Ag Djidou, président du comité de gestion scolaire de l'école Baye Ag Mahaha de Kidal. On a 11 enseignants. Sur les 11 enseignants, il y a 4 enseignants qui sont des enseignants titulaires. Les 7 autres sont des enseignants volontaires
ils sont pris en charge par la population. Le président du comité de gestion scolaire de l'école Baye Ag Maha de Kidal rassure et plaide pour la cause du personnel enseignant. Mohamed Ag Djidou, président du comité de gestion scolaire de l'école Baye Ag Maha de Kidal. On peut rassurer les enseignants de venir travailler comme les autres, en toute sécurité, parce qu'il y a 4 enseignants, plus les directeurs, qui sont des enseignants titulaires, qui émarrent sur les budgets nationaux, qui travaillent sans aucune crainte. Donc les autres aussi qui sont affectés à Kidal peuvent venir travailler dans les mêmes conditions que les enseignants volontaires. Certains sont là depuis 6 ans. Donc on a besoin de formation pour ces enseignants et leur recrutement dans la fonction publique afin qu'ils continuent les métiers qu'ils ont choisis. Les cours sont dispensés en majorité par des enseignants volontaires. Pour obtenir des résultats plus probants et durables, il sera nécessaire de multiplier les sessions de perfectionnement au profit du personnel enseignant pour l'aider à surmonter certaines difficultés pédagogiques. Que deviennent nos matelas traditionnels en paille? Avec l'évolution et l'apparition des matelas modernes, l'utilisation des matelas en paille se fait de plus en plus rare. C'est dans ce contexte que nous nous intéressons aujourd'hui à sa fabrication, sa commercialisation et à son utilisation. Ne sont-ils plus autant appréciés comme dans le passé? Les fabricants arrivent-ils à tenir les deux bouts? Et les éléments de réponse dans ce dossier en rediffusion signé Aminata Maïga. L'homme est quotidiennement à la quête de son pain. Pour gagner, il traverse pas mal de situations avant d'avoir satisfaction. Drissa Koulibaly fait partie de ces combattants de tous les jours. Conducteur de poids lourd auparavant, il a été victime d'un accident de travail. Ne pouvant plus conduire, il s'est alors converti en fabricant de matelas en paille. Avant, je faisais des allers-retours entre la ville et les villages. Nous amenions du charbon pour les revendre. Suite à un tragique accident de voiture, ne pouvant plus exercer mon métier, j'ai alors décidé de rester sur place et confectionner des matelas en paille il y a de cela 7 ans. Ces matelas sont faits de paille et de sacs de riz recyclés. Leur fabrication ne demande pas assez de remue-ménage, comme nous l'explique Drissa Koulibaly. J'achète les sacs de riz vides avec les boutiquiers. Je les couds ensemble tout en laissant un trou d'accès. Par ce trou et à l'aide d'un bâton, j'insère les pailles petit à petit jusqu'à avoir le volume souhaité. Et enfin, je coule l'issue. Je fabrique les 1 place à 2500 francs CFA et les 2 places à 5000 francs CFA. En revanche, il connaît des difficultés dans l'exercice de ce métier. Des difficultés liées surtout à la fabrication de ces matelas traditionnels. C'est pourquoi il mène une autre activité. Il est difficile d'avoir de la paille, surtout cette année, il n'y a presque pas, ce qui fait que je n'arrive plus à produire de matelas. En attendant, je me débrouille pour fabriquer des cordes. Les matelas en paille sont plus bénéfiques, car on peut en fabriquer 2 dans la journée. Mais faire une seule corde peut prendre toute une journée. Les utilisateurs des matelas en paille se font de plus en plus rares. Une situation qui n'a aucun impact sur l'activité de Drissa Koulibaly, qui marche bien. Les affaires marchent bien. Les jeunes achètent, les vieux également. À chacun ses moyens dans la vie. J'ai même des clients qui viennent la nuit en toute discrétion, peut-être parce qu'ils en ont honte. Sidi Yaya Koulibaly a déjà dormi sur des matelas en paille. Cette époque semble révolue pour lui. Aujourd'hui, il préfère les matelas modernes. Entre matelas en paille et matelas modernes, je préfère les matelas modernes parce que c'est confortable. Les matelas en paille, ça c'est dans les temps anciens. Ça joue corporellement sur nous. C'est pas confortable que ça. Avant d'avoir des matelas modernes, je dormais sur la dessus. C'était une question de moyens. C'est ça que mon papa achetait. Et maintenant, il y a un peu de moyens, donc papa a acheté des matelas modernes. Bien qu'elle utilise les matelas modernes, Mariam Traoré a une préférence pour ceux faits en paille. Quand j'étais petite, je dormais sur les matelas en paille. L'intérieur de ces matelas est toujours frais, même pendant les périodes de forte chaleur. Maintenant, je dors sur des matelas modernes parce que mon mari est un amoureux de ces matelas. S'il achète des matelas modernes, je suis obligée de dormir là-dessus. Je n'ai pas mon mot à dire, sinon je préfère plutôt les matelas en paille. Pour Ousmane Sangaré, les matelas en paille ne sont pas confortables et il faut évoluer avec le temps. Je dors sur des matelas modernes parce que c'est plus confortable que les matelas en paille. Avant, je dormais sur ceux en paille, mais les temps changent. S'ils ont inventé des matelas modernes,
c'est qu'ils sont confortables. Malgré la modernisation, certaines habitudes ont la vie dure. Les amoureux des matelas en paille ont encore du beau jour devant eux. Parlons du panel de la ménagère à présent. Ils sont immangeables sans écailler et probablement auparavant, il s'agit des poissons. Nous avons approché un écailleur qui exerce depuis belle lurette. Alors, nous avons voulu savoir si ce métier d'écailler est véritablement rentable. Fatou Diaby. Ce bruit provient du travail des écaillers pas comme les autres. Depuis près de 3 décennies, Bourama Kontao passe ses journées au marché. C'est à l'aide d'un couteau bien aiguisé et une brosse en bois artisanale portant de petites pointes que notre écaillé débarrasse les poissons de leurs écailles. Les écailles sont une espèce de mini-carapace de forme angulaire. Bourama Kontao est écaillé au marché de Kalavankoro. Mon travail, c'est l'écaillage. Cela depuis 27 ans. Le travail de notre écaillé n'a pas de prix fixe. Bourama Kontao. 1 kilo de poisson est écaillé à 100 francs CFA et même 50 francs CFA à la demande du client. Comme pour toute occupation, le quarantenaire rencontre souvent des difficultés. Quant aux difficultés, on gère comme on peut. Car il y a certains clients qui refusent de payer après l'écaillage. À vue d'œil, on se demande si ce métier nourrit son homme. Eh bien, notre interlocuteur lève toute équivoque. Par la grâce de Dieu, j'arrive à subvenir à mes besoins. Après mes dépenses, il me reste des fois 5 000 francs. La cliente qui a voulu garder l'anonymat nous affirme que Bourama est vraiment un écaillé unique en son genre. Cela fait plus de 10 ans que Bourama écaille mes poissons. Il est vraiment irréprochable dans son travail et je l'encourage dans ce sens. Comme le disait l'autre, le travail bien fait porte toujours fruit. Bourama, lui, il s'est fait un nom au marché de Kalavankoro parmi tant d'autres grâce à son travail bien fait. Le poisson n'est pas appétissant pour le seul pêcheur bozo et pour éviter tout risque d'indigestion, il convient de faire l'écaillage dans les règles de l'art et ça, les bozos en ont le secret. Éclaté hors de nos frontières. En Côte d'Ivoire, le nord est frontalier du Burkina Faso et aux prises depuis bientôt 2 ans avec les djihadistes. L'armée est largement déployée dans la zone, mais le gouvernement entend aussi mettre l'accent sur le développement local pour couper l'herbe sous le pied des djihadistes. Le Premier ministre Patrick Achi est attendu dans la zone, en particulier à Kafolo ce samedi, pour annoncer un plan de financement en faveur des jeunes de la région, une région économiquement sinistrée. Le même village a été attaqué en mars 2021. 5 personnes avaient trouvé la mort, dont 2 militaires. D'autres attaques aux explosifs, d'engins explosifs, donc explosions d'engins explosifs improvisés sont régulièrement signalées dans cette zone. Au Soudan, alors que les manifestants s'étaient mobilisés hier à Khartoum devant les maisons des victimes de la répression, une 50aine de magistrats ont signé une déclaration commune pour condamner l'action des forces de sécurité et à demander à ce que les auteurs des violences soient jugés. Les manifestants contestent toujours la gestion du pays par les militaires, notamment depuis le coup d'État militaire du mois d'octobre, ainsi que la répression de leur mouvement par les forces de l'ordre. Et puis, en île Maurice, c'est exceptionnel dans la vie démocratique là-bas, et pays où les législatives se tiennent régulièrement tous les 5 ans et où les résultats sont respectés de tout par tous, face à des soupçons de fraude aux dernières législatives, et particulièrement et plusieurs constatations formelles. La Cour suprême de Maurice a ordonné hier à un nouveau décompte des voix dans une circonscription. Elle intervient après un procès mené par une candidate battue et pourrait s'écouiller tous les modèles. Une décision de la Cour suprême de Maurice a eu, donc cette décision, elle a dit, la Cour suprême de Maurice a eu l'effet d'un coup de tonnerre dans les institutions démocratiques du pays, notamment dans les rangs de la commission électorale, institution jusque-là pleinement respectée.
C'est l'heure du sport et c'est l'affaire de Famou Diourté. Famou Diourté, bonjour. Bonjour Isaac Tchenou. On commence par le football sur le plan national. La deuxième journée du championnat national de Ligue 1 se poursuit cet après-midi. Oui, ce samedi, 4 matchs sont au programme. Au stade Modibo Keïta en première heure, c'est-à-dire à 16h, le stade Malais de Bamako joue contre El Seba en seconde heure. La Somme sera face à l'AS Police au stade Mamadou Konaté. L'AS Black Star reçoit l'AS Bakarian à 16h30. Le COB se déplace à Koulikoro pour défier le CS Dougolovla. Cette 12e journée prend fin demain dimanche par 2 rencontres à Sikasso. L'AS Douane accueille le Djoluba AC, tandis que l'ASCO et l'ISFAS s'affrontent au stade Mamadou Konaté. Hier, l'US Bougba a signé une belle réaction face à l'AS Sira de Bamako, battu 2-0 après son match nul 2-2 lors de la journée précédente. Avec ce succès en déplacement, le club promu en Ligue 1 sort de la zone rouge avec 14 points. Parlons de la grande mère du football africain, la CAN, si vous voulez. La Fédération ghanéenne de football vient de prendre la décision ce samedi de licencier son entraîneur Milovan Rajvac après l'élimination des Black Stars au premier tour. Oui, le Serbe ne conduira donc pas les Black Stars lors des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 Zone Afrique au mois de mars. L'information a été révélée par GhanaSoccerNet.com ce samedi matin. La décision a été prise par la Fédération de football du Ghana. Celle-ci survient moins de 12 heures après que le ministre des Sports a ordonné une refonte massive du personnel, du staff et de l'équipe. La sortie prématurée des Black Stars de la CAN n'a pas plu aux Ghanéens. L'entraîneur serbe Milovan Rajvac a supervisé l'une des pires performances du Ghana lors de la Coupe d'Afrique des Nations en cours au Cameroun. La Fédération de football du Ghana et l'équipe technique dirigée par l'entraîneur Milovan Rajvac ont subi une pression intense après la sortie avec des appels des fans pour que l'équipe soit dissoute et l'entraîneur limogé. Ce licenciement va-t-il suffire à calmer la colère des fans? Point d'interrogation pour le moment. D'autre part, la Confédération africaine de football demande la délocalisation de 2 matchs de la CAN 2021. Un match des quarts de finale et un autre des demi-finales aurait été délocalisé selon un faux document envoyé par un porte-parole de la CAF. Cependant, un autre message du même porte-parole a démenti l'information. Ce document n'est pas de la CAF. Nous ne savons pas qui est son auteur, rapporte l'agence France Presse. Depuis plusieurs jours, des rumeurs planent autour de la délocalisation de matchs de la CAN en raison du mauvais état de la pelouse du complexe multisport de Djapoma. Le complexe multisport avec stade de football situé à Djapoma dans la ville de Douala a déjà abrité des matchs importants du tournoi, notamment celui qui a connu la victoire de la Côte d'Ivoire sur l'Algérie jeudi dernier. Jusque-là, capitaine de la sélection mauritanienne de football, Adamaba, a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. C'est via la page Facebook du joueur et de la Fédération de football de la République islamique de la Mauritanie que l'information est rendue officielle. L'attaquant de 29 ans a débuté sa carrière avec la sélection nationale le 8 septembre 2013 contre le Canada et a disputé son dernier match ce 20 janvier 2022 face au Mali. Il compte 47 sélections et 6 buts avec la Mauritanie. C'est avec le cœur lourd que je vous annonce ma retraite internationale. Je remercie ma famille, mes proches et les personnes qui m'ont toujours soutenu depuis le début. Ça a été un grand honneur pour moi de défendre les couleurs de mon pays pendant presque 9 ans. Je remercie les joueurs pour le respect qu'ils m'ont accordé pendant toutes ces années et je souhaite le meilleur pour mon cher pays, peut-on lire sur sa page Facebook. Voilà, donc la CAN poursuit sa pause aujourd'hui et reprend demain avec les 8e de finale. Merci Famou Diourté. Chronique culture et société. Chronique culture et société, gros plan sur la Dina de Sékou Amadou, l'Empire Peul. C'était un empire théocratique qui a réglementé l'usage des bourgoutières et organisé la transhumance des troupeaux. Sékou Amadou et sa Dina, c'est le sujet de la chronique culture et société en rediffusion et que nous propose Cheikh Oumar Sangaré. Sékou Amadou a livré sa première bataille en 1818 contre les Ardo, alliés aux Fama, rois de Ségou à Nankouma. C'est le point de départ de l'empire Peul du Massina, un empire qui s'étendait de Mopti au nord de la région de Ségou jusqu'à Tombouctou à la frontière avec le Burkina Faso. Boubacar Sissé, traditionnaliste. C'est un empire qui a été mis en place avec un esprit de culture scientifique, mais c'est un État théocratique, d'obédience quadria, donc un État musulman qui a fortement
imprégné le delta, le centre du Mali. Donc, il a été opérationnel, assez moderne. Il a mis en place des institutions dignes d'un État moderne. Et ce sont ces aspects qui, jusqu'ici, gouvernent pratiquement le centre du Mali. L'empire théocratique est aussi appelé Dina, qui signifie religion en arabe, conformément à son attachement aux valeurs islamiques. C'est pourquoi le Peul l'appelle l'Amoudina, ou les pouvoirs de la Dina. Il était divisé en 5 régions, chacune dirigée par un gouverneur militaire et un conseil religieux appelé Batomaoudou. Boubacar Sissé, traditionnaliste. Batomaoudou, c'est le grand conseil qui est composé de 100 oulémas, dont 40 sont permanents et 60 sont suppléants. Donc c'est le grand conseil qui dirigeait pratiquement l'empire. La ville de Hamdalaï était la capitale de l'empire. Hamdalaï, où Dieu soit loué. Elle a vite développé l'enseignement coranique et était régie par une application rigoureuse de la charia malékite. Donc Hamdalaï était la capitale et il y avait 9 provinces. Il y avait 116 chefs de famille qui étaient recensés à des périodes définies. Il y a 740 écoles coraniques dans la seule ville. Il y avait 120 orphelinats, il y avait 60 quartiers, il y avait 74 étables, 60 docteurs en sciences islamiques, une mosquée avec une capacité de 3000 fidèles et 3000 récipients de prise d'ablution. L'empire Peul abritait aussi les Bambara, les Soninké, les Bois, les Dogons, etc. Pour développer le commerce, le fondateur Sékou Amadou Bari a uniformisé les unités de mesure sur l'ensemble du territoire administré. Il y régna de 1818 à 1845. Son fils Amadou Sékou de 1845 à 1853 et le troisième Amadou Amadou de 1853 à 1862. Quand le jeune Amadou a été mis au pouvoir, ça a un peu décliné à partir de ça. Le Batomaoudou, qui était pratiquement l'Assemblée, le Grand Conseil, qui dirigeait tout, qui organisait tout, a perdu progressivement ses pouvoirs. Et même le Horejo de Batomaoudou, Alpha Noutaïrou, qui a été le conseiller des 3 Amadou, a finalement quitté Hamdallah pour aller s'installer à Niakongo. Comme si cela ne suffisait pas, et alors que l'empire était encore prospère, Hamdalaï a fait face à la dure conquête d'El Hajj Omar Tall qui s'en empare en 1862. Et en 1862, donc, El Hajj Omar est venu et c'est celui qui a détruit Hamdallah. Et le 7, El Hajj Omar est resté de 1862 à 1864. Et après la bataille de ce qu'on appelle le Mani en 1863, les Peuls ont assiégé Hamdallah pendant 8 mois. Et le 7 février 1864, donc, il y a eu un incendie et El Hajj Omar est sorti de Hamdallah. Donc, le 7 février 1864, la ville a totalement été incendiée. Sékou Amadou serait un berger qui a entrepris sur la foi d'un rêve prophétique de regrouper l'empire Peul du Massina en se basant en tout point sur les règles qui régissent la première communauté musulmane du temps du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il réussit à instaurer la paix et à la maintenir en réglementant les tracés des bourgoutières et en organisant la transhumance des troupeaux. Cheikh Oumar Sangaré. Ce journal s'achève pendant qu'il est 13h passé de 23 minutes à Nyonsombougou dans le cercle de Kolokani et à Badogo dans le cercle de Yanfoulila. Un journal qui a été présenté par Isaac Tienou avec la communauté technique de Bintou Traoré. Merci à Brahma Traoré.